Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on a un épisode chargé. On va aborder différents sujets. Dans un premier temps, on va parler programmation. On va parler de différentes méthodes d'entraînement, de comment allier son sport, son activité sportive, que ce soit la boxe, le foot, etc., avec son activité en salle de musculation. Comment faire en sorte que le tout fasse sens et qu'on aille dans la bonne direction. Ensuite, on va parler nutrition. Comment traquer ses calories. Est-ce qu'il faut traquer ses calories pour qu'on puisse avoir le côté esthétique qu'on cherche tant à développer? Et comment faire si on décide d'arrêter de traquer ses calories? Je vais répondre à tout ça pour que vous ayez tous les outils en main, croyez-moi. Et finalement, on va aborder un sujet qui est très important selon moi, qui est celui de la blessure. Et je vais vous donner les outils, les règles de base pour ne plus jamais craindre la blessure. Et si vous comprenez tout ce que je vous dis là, croyez-moi, c'est un vrai game changer. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode parce que je vais vous donner plein de free game, les amis. Ça devrait être mon deuxième nom. Kevin, mon troisième, enfin j'en ai plusieurs en vrai, mais Kevin Free Game Ferreira. C'est pas mal, KFF. Kevin au fait KFGF. Bref, vous m'aurez compris les amis. Quoi qu'il en soit, commençons par les news de la semaine. Alors plein de news que j'ai noté de ces dernières semaines. Première news, c'est que récemment on a vu Damian Lillard, un joueur de basket qui s'entraîne avec David Goggins. J'en ai parlé il y a quelques semaines de cela ou quelques mois de cela. On avait un combattant de MMA qui avait décidé de s'entraîner avec David Goggins. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, David Goggins, un ex Navy Seals, donc les forces spéciales de l'armée américaine, qui a été super connu sur internet après des apparitions sur le podcast de Joe Rogan entre autres, et à travers bien entendu tout ce qu'il propage sur internet. C'est le gars que vous voyez courir, un grand métis crâne rasé, un grand Renoir crâne rasé qui court et qui dit, qui fait ses speeches. Il est là, yo bitch, tu veux pas te lever le matin, yo bitch. Moi il me fait rire à chaque fois. Au début je le prenais pas trop au sérieux et après j'ai écouté son histoire, j'ai commencé à écouter son livre en audiobook et je me suis dit non, le gars je le respecte. Donc vraiment c'est un personnage atypique mais qui est très drôle, et bien entendu sa mentalité, et bien c'est ce qui fait son charme. C'est un peu dans l'exagération à l'américaine bien entendu, mais ça fonctionne et puis le gars a vraiment des résultats, le gars a vraiment des perfs. Et du coup Damian Lillard a décidé de s'entraîner avec lui. David Goggins a également récemment reposté le tout sur sa page Instagram. Et on s'est posé la question, avec mon vidéaste, on a eu ce débat récemment, pas débat, mais conversation ouverte, en se disant, est-ce que lorsqu'on atteint justement les plus hauts niveaux, on se dit, ah mais, il y a quoi au-dessus? Il y a quoi au-dessus vraiment pour me motiver, pour me pousser? Ça devient dur, ça fait plusieurs années que je suis dans la meilleure ligue du monde, que ce soit l'UFC, que ce soit la NBA, et j'ai déjà gagné plusieurs trucs. Voilà, je suis vraiment tellement bien payé que si je le voulais, je pourrais arrêter maintenant de travailler, de m'entraîner. Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Est-ce que peut-être que à ce moment-là, on se dit pas, j'ai besoin d'un gars qui me pousse, mais un gars qui est vraiment au-dessus de moi, un gars qui est un extraterrestre. Et peut-être que c'est pour ça qu'il décide d'engager David Goggins ou de trouver ce deal avec lui. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais j'ai trouvé ça intéressant et on va voir ce qu'il en est. En tout cas, dans le clip, on les voit simplement faire du vélo. J'espère qu'il ne va pas lui faire des trucs de psychopathe, genre, je sais pas, 50 000 fentes suivi d'un demi-marathon, parce que c'est le genre de truc que lui il fait. Donc, on va voir ce que ça donne et j'ai hâte d'entendre le feedback de Damian Lillard. Sinon, ces dernières semaines, le CrossFit a été vraiment en tête d'affiche parce que un athlète de CrossFit, un athlète connu de CrossFit est récemment décédé. Je me rappelle plus de son nom, j'essaierai de le mettre dans les show notes ici. Quoi qu'il en soit, ils avaient, lors d'une compétition, lors d'une épreuve, il devait nager, puis courir directement, puis nager, ou je me rappelle plus exactement de l'ordre des choses pour aller fact-checker tout ça. Mais il y avait, en tout cas de la nage, il y avait une course qui était inclue, il y avait vraiment un effort déjà qui était fourni avant la nage, et du coup le gars s'est noyé. Et bien entendu, le gars s'est noyé parce qu'il n'y avait pas toutes les dispositions de sécurité qui étaient mises en place. Il n'y avait pas les gardes qui étaient là, il n'y avait pas assez de personnel pour justement sauver les athlètes qui pourrait éventuellement être à risque. Et c'est ce qui s'est passé au milieu d'un lac. Le mec s'est noyé, donc tous les athlètes sont vraiment frustrés, énervés contre l'organisation. Ils demandent au CEO de step down, d'arrêter de garder sa place. Et je trouve que c'est totalement légitime parce que déjà, ils étaient offusqués de devoir continuer la compétition. Le gars est décédé, il se disait, au moins par respect pour le gars, pour sa famille, pour le manque de professionnalisme de l'institution CrossFit, et on va faire une petite pause. Et CrossFit a dit non, en fait on a réfléchi. On a réfléchi les mecs et quand même il y a plusieurs millions en jeu. Il est mort. Mais bref, c'est pas grave les amis, parce que on en rachètera un autre. On rachètera un autre athlète les amis. C'est un peu comme ça que je rigole, je rends le tout moqueur bien entendu, mais c'est très triste qu'il repose en paix, pardonnez-moi, et que sa famille puisse avoir
la force nécessaire pour surmonter cette épreuve. Mais c'est vrai que le CrossFit là prend un grand coup et je me dis, hey, peut-être que c'est presque la fin du CrossFit. Là, on avait l'Aerox qui prenait le dessus. Plusieurs événements qui ont fait que l'Aerox commençait à gagner en popularité. Et là, on a ça encore une fois. Il y a plein d'athlètes de boxe, de CrossFit qui enlèvent leur affiliation. Là, c'est un coup dur. Je sais pas si les mecs vont se relever de celle-ci. Ça risque d'être assez compliqué. On verra ce qu'il adviendra. Ensuite, nouvelle news, encore une fois, que j'ai vu qui était intéressante. On a une compétition entre une femme et un homme en compétition de JGB. Donc, une femme qui est comme l'une des meilleures de sa catégorie ou de voilà, toute catégorie confondue. Une combattante brésilienne, si je ne me trompe pas encore une fois ici. Je survole les news contre un homme et puis c'est un peu toujours le débat qu'il y a aujourd'hui. Les femmes peuvent vraiment battre les hommes. Elles sont aussi fortes au même niveau, etc. Et puis encore une fois, l'histoire nous montre que c'est pas vrai. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes ne devraient pas faire de la compétition contre des hommes. Les hommes ne devraient pas faire de la compétition contre les femmes. J'assume complètement mes propos pour tous ceux qui croient se tromper. Et puis bien entendu, la femme était beaucoup plus imposante physiquement que l'athlète de jiu-jitsu brésilien, homme. Et le gars, il lui a roulé dessus. Il est beaucoup plus petit, peut-être beaucoup moins lourd, et il lui a roulé dessus. Voilà. Donc les gars, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Arrêtez ce débat, ça ne sert à rien. Protégez les femmes, laissez-les dans leur institution de femmes, combattre contre des femmes, les hommes combattent contre des hommes. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Sinon, prochaine news, on a eu un clip qui était viral, un entraînement de l'équipe du Barça de foot qui était... J'aime pas les mots, mais j'ai fait déjà tellement de réactions sur ce genre d'entraînement. Ça fait 10 ans que je critique les entraînements de préparation physique des footballeurs du plus haut niveau. Première Ligue, Liga, Ligue 1. À chaque fois que je vois des trucs, je me dis, c'est catastrophique. Et il y en a qui vont dire, oui, non, mais on n'a pas le contexte. Des fois, il n'y a pas besoin d'avoir de contexte. Il y a des trucs qui sont catastrophiques. Okay, des fois, je suis d'accord avec vous. C'est qu'une petite image, on a besoin d'avoir un peu plus de contexte. Mais là, il y a des trucs qui sont catastrophiques. J'ai hésité à faire une vidéo réaction, mais après, j'ai vu que tout le monde en avait fait. Et puis, les gars, je suis fatigué. Il faut savoir qu'à l'époque, vous avez regardé, j'ai fait une vidéo réaction qui avait grave tourné sur TikTok, qui a tourné sur YouTube, partout, sur Instagram également, où j'avais pris des clips du Real Madrid cette fois-ci, où je réagissais à ces entraînements-là. C'était catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Les gars, ils inventent des exercices, c'est franchement, j'en ai les larmes aux yeux. Peut-être que je vais faire des vidéos réactions de toutes les news là que je vous donne là, mais je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Les gars, ils inventent des méthodes révolutionnaires qui ne servent à rien au lieu de s'attarder sur les bases. Et je vais vous dire encore une fois un truc. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'industrie en tant que professionnel. J'ai côtoyé les plus grands, autant grands dans les noms d'athlètes, autant grands dans les coachs, les préparateurs physiques avec qui je me suis formé, avec qui j'ai fait des stages, avec qui voilà, j'ai vu simplement que j'ai shadow parfois. Shadow en anglais, c'est le terme qu'on utilise pour dire qu'on est l'ombre de la personne, donc on regarde ce que la personne fait. Et franchement, les bases, c'est ce qui fonctionne. On en revient toujours aux bases. Et si vous vous attardez sur ça, ça fonctionne très bien. Vouloir faire des trucs fancy, ça ne sert absolument à rien. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, peut-être je ferai des vidéos réactions. Ensuite, on a Cristiano Ronaldo qui a décidé de lancer sa chaîne YouTube. Et c'était assez drôle parce que avec ma team ici, on regardait en live. À chaque fois qu'on cliquait, donc tu cliquais pam chaque seconde, il y avait genre des milliers d'abonnés qui s'ajoutaient. Clic, 61 000, clic, 62 000, clic, 64 000. Et là, le gars, il est à, je sais pas, 10 millions, un truc comme ça. C'est incroyable, la popularité, l'influence que ce gars-là a. Et je pense qu'il va décider d'ouvrir un peu plus son accès, son image, son côté privé. Je pense qu'il va lancer un podcast. J'ai vu qu'il avait un setup de podcast. Et c'est ça, au final. L'idée, c'est toujours... Le gars, c'est un businessman. Et je pense que c'est un truc intéressant à garder en tête, c'est que l'attention, aujourd'hui, c'est vraiment la devise du peuple. Donc, hey, les gens veulent savoir les coulisses, les gens veulent savoir ce que tu fais dans ta vie. Les athlètes de haut niveau, pour les athlètes de haut niveau principalement, le gars, il a tout compris. Il continue d'être pertinent, même après sa carrière. Il commence déjà à installer le tout. Bref, le gars, je le trouve super smart. Et j'ai hâte de voir à ce à quoi ça va ressembler. Sinon, on a un dernier clip qui a été viral également d'un vieux. C'est un manque de respect ici. D'un homme de 62 ans qui fait un sprint en 10 secondes et quelques. Je me rappelle plus exactement du temps, je vais checker ça dans un instant ici dans mes notes, mais incroyable, comme quoi l'âge les amis n'est que un chiffre. Et ça franchement, alors attendez, je vais essayer de sortir le clip là d'ici. Où est-ce qu'il est, ce clip de est-ce que je le retrouve?
Je le retrouve même plus. Bref, je vais essayer de vous poster ça quelque part ici. En tout cas, l'homme qui fait un sprint de 10 secondes et quelques à 62 ans. L'âge n'est qu'un chiffre si vous maintenez votre corps. Et le meilleur outil que vous avez à disposition pour garder votre corps en bonne santé et performant, eh bien, devinez quoi? Devinez quoi? C'est l'exercice, ce sont les entraînements bien structurés. Si vous faites des choses bien, vous pouvez maintenir un certain niveau de athlétique vraiment pendant des années. Et je le dis depuis que j'ai 20 ans, j'ai commencé cette quête. Je faisais déjà là où j'explorais vraiment ce travail de mobilité. Je faisais des grands écarts, je sautais plus haut, je courais plus vite, etc. Et dans ma tête, je me disais, ouais, aujourd'hui, c'est pas impressionnant parce que les gens me voient, ils disaient, ah, toi, t'as 22, 23, 24 ans. Mais quand tu auras 40 ans, 42 ans, 43 ans, 45 ans, et tu pourras faire tout ça, là, les gens vont te respecter. Là, ton business va exploser. Donc, les amis, votre gars y arrive. Votre gars y arrive, 33 ans. Mais, hey, donnez-moi encore 10 ans à performer au plus haut niveau et là, vous allez me respecter encore plus. Quoi qu'il en soit, les amis, on continue ici avec les questions ici qui ont été posées. Alors, j'ai deux questions que j'ai sélectionnées qui vont tomber dans la même catégorie et c'est pourquoi je vais les lire l'une après l'autre et ensuite, on va répondre au tout. Donc, on a une première question de Lauriane qui a été posée ici qui dit... Dans l'interview avec Clint, quand il décrit leur routine, il dit qu'après match, ils vont en salle de musculation pour la récupération. A priori, après un gros effort, entre parenthèses, match, la logique voudrait qu'on se repose. Mais la logique nous fait parfois défaut. Est-ce que tu peux expliquer les bienfaits de cette manière de faire s'il te plaît ? Et peut-être en comparaison avec ce qu'on entend souvent, à savoir faire un peu de cardio à basse intensité le lendemain d'un gros effort. Déjà, est-ce que cela est bénéfique ? Et peut-être... Dans quel contexte tu privilégies la musculation directe après le gros effort ou plutôt le cardio le lendemain? Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ensuite, on a une question de Nourri et vous allez voir que le tout se rejoint. Salut Kev, en espérant que tu vas bien, je te remercie pour toute l'expérience que tu nous partages. Pour un pratiquant tourné vers des sports spécifiques, entre parenthèses, boxe, pied-point, grappling, lutte dans mon cas, l'incorporation de musculation est importante bien que ce soit un outil et pas la priorité. J'incorpore cela à la façon dont tu nous as exposé dernièrement avec le full body 3 fois par semaine. Ma question concerne ce point, le temps. En majuscule, le temps. Ayant un grand volume d'entraînement hebdomadaire, 3 séances de sport plus 2 à 3 séances de muscu, tout en ayant une vie normale, famille, boulot, etc. Est-il possible, voire même avantageux de placer, par exemple, mes séances de musculation le même jour que mes séances de lutte? Exemple, muscu le matin, midi et lutte le soir. Pour ainsi avoir plus de jours de repos, que cela soit pour la récup comme pour l'équilibre de vie. Ou bien cela risque au contraire de minimiser mes gains, auquel cas il vaudrait mieux répartir tout cela sur 6 jours. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup encore une fois pour ton boulot et bonne continuation. Ok, alors deux questions ici qui se rejoignent, qui sont très intéressantes et vous allez voir que si vous écoutez mon podcast, le KSU Show depuis plusieurs années et suivez mon contenu, eh bien, c'est quelque chose que j'aborde depuis 5 ans déjà sur la production de contenu, donc rien de nouveau ici. Alors, ce qu'on utilise ici, c'est une méthode qui a été popularisée par le fameux coach de sprint, l'un des coachs de sprint les plus connus avec qui j'ai énormément appris, qui s'appelle Charlie Francis. Et il a popularisé cette méthode qui s'appelle le high-low. Donc, haut et bas. Okay, si on venait à traduire littéralement pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais. High, ça signifie qu'on a soit des intensités qui sont très élevées, soit des volumes qui sont très élevés. Et low, bien entendu, eh bien, c'est l'inverse. Okay? Volume bas et intensité qui est basse. Maintenant, ce qu'on va retrouver chez des athlètes de NBA, c'est très commun parce qu'on a popularisé ça et ça fonctionne très bien. On a vu que ça fonctionnait et vu que en NBA, Ligue américaine, on a cette culture de la préparation physique, on fait les choses de la meilleure des façons. Donc quand on entend l'interview de Clint, d'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller la checker, Clint Capela dit qu'en NBA, suite à leur match, ils vont directement en salle de musculation, que c'est bien pour la récupération, c'est ce qu'il dit. Et le problème, c'est qu'on a associé la récupération dans le jargon muscu de monsieur et madame tout le monde en disant tu vas à la salle de muscu et tu fais du travail d'endurance fondamentale de la zone 2, ça va t'aider à récupérer. Alors il faut différencier complètement le tout parce que ici on a deux contextes différents. On a un athlète professionnel qui doit performer au plus haut niveau, ça place énormément de contraintes sur le corps de l'athlète et on a l'autre personne qui fait ça pour le loisir, pour tous les bienfaits que ça apporte bien entendu, mais qui n'est pas exposé à la même pression, au même stress déjà général et au même stress d'un point de vue physique sur son corps. Donc si vous êtes la personne lambda et que vous faites des séances pure musculation et qu'entre
vos séances de musculation, peu importe l'intensité de ces séances, intensité élevée ou pas, vous voulez placer du travail d'endurance fondamentale, je vous invite à le faire. C'est très intéressant. C'est mieux que de ne rien faire éventuellement si vous avez un peu d'énergie pour le faire. Si vous êtes complètement épuisé, certes, le travail de zone 2, c'est bien pour la récupération, mais si vous êtes épuisé, la meilleure récupération, ça va être de vous coucher sur votre canapé, de relaxer durant la journée, faire une petite balade en nature éventuellement. C'est la meilleure récupération. Maintenant, si vous avez quand même la mentale, vous voulez quand même le faire, vous avez l'énergie pour vous entraîner, vous ne voulez simplement pas désorganiser votre programmation, faites du travail d'endurance fondamentale de zone 2. Ce que je favoriserais dans cette situation-là, eh bien, je favoriserais, pardonnez-moi, des modalités comme le vélo, quelque chose qui ne va pas avoir un impact, okay? Parce qu'à chaque fois qu'on a un impact, on a cette charge excentrique qui est placée sur notre corps, quand on fait de la course, etc. Il n'y a pas vraiment de course de récupération au final. Quand j'y repense, c'est un terme que j'utilisais quand j'étais beaucoup plus un plus jeune coach, mais à chaque fois qu'on tape le sol, on absorbe des quantités de force qui sont importantes. Donc, je choisirais des modalités qui ont plutôt un focus concentré, comme le vélo. Bam, on pousse. Il y aura beaucoup moins de dégâts pour vulgariser le tout sur vos tissus et ça sera beaucoup plus simple pour favoriser votre récupération. Donc, voilà ce à quoi je tendrais à faire éventuellement. Maintenant, reprenons le contexte de l'athlète de haut niveau, quelqu'un qui a une activité sportive qui est assez conséquente, comme des sports de combat, comme Nouri l'a mentionné ici. Eh bien, on va appliquer cette méthode high-low. On va mettre tous les efforts qui sont intenses le même jour, d'accord? Et les jours où on se repose, eh bien, on se repose complètement, d'accord? Encore une fois, low, soit basse intensité et bas volume. Là, la méthode telle qu'elle a été créée par Charlie Francis, on parlait de sprinter bien précis, donc c'est tout ce qu'il faisait, d'accord? Encore une fois, on ne parle pas d'athlètes de NBA qui doivent performer 3-4 fois dans la semaine avec des déplacements, etc. Donc encore une fois, il faut contextualiser les choses, il faut extrapoler les principes de la méthode et les mettre dans le contexte. Pour les athlètes de Charlie Francis qui faisaient des sprints, eux, ils peuvent faire des lows, ils vont quand même s'entraîner. Pour certains qui ont déjà des activités sportives qui sont conséquentes, eh bien le low, c'est ne rien faire. Parce que si on se retrouve à se dire, j'ai des jours d'intensité élevés que je dois faire en salle de musculation et en plus, j'ai mes matchs qui placent un stress conséquent sur mon corps, eh bien si je mets mes jours de musculation avec intensité élevée entre les jours de match, en fait, j'ai jamais de jour low, j'ai jamais de jour de repos. Et c'est pourquoi on décide de mettre tous les jours avec intensité élevée, avec volume élevé, le même jour. Et les jours où on se repose à 100%. Donc vous l'aurez compris, c'est un peu la règle des 100%. On fait le 100% intensité, volume élevé un jour et le 100% avec volume bas, intensité basse le même jour. C'est ce qui nous permet vraiment de récupérer de la meilleure des façons et d'aller le meilleur de tous les mondes. Parce que l'alternative, encore une fois, de mettre entre, ça ne sert à rien. Et ce qui est intéressant, encore une fois, pour revenir à ce que je voulais dire avec l'idée de récupération qu'on a essayé d'inculquer dans la tête de ces joueurs de NBA, récupération, oui, mais pas dans le sens où on va faire du travail d'endurance fondamentale parce que c'est ce qu'on a associé avec la récupération. On va travailler lourd, donc souvent ce qui va se passer après le match de NBA, c'est que les athlètes vont prendre des charges qui sont élevées, on va faire soit de l'isométrie avec des charges élevées, on va faire soit des séries, 2 à 3 séries avec que de l'excentrique mais avec des charges super élevées, soit du supra-excentrique, soit simplement vraiment un contrôle excentrique avec des charges proches de notre charge maximale, et c'est tout ce qu'on va faire. Et on aura de la récupération dans le sens où on va favoriser la régénération de certains tissus conjonctifs, entre autres, comme les tendons qui sont extrêmement sollicités pour les joueurs de basket. Donc, c'est la récupération dans ce sens-là. Et en même temps, ça permet de stimuler notre système nerveux avec des intensités qui sont élevées. Ce qu'on ne va pas retrouver forcément dans un match. Et c'est ce que j'explique souvent aux athlètes, aux personnes qui viennent à aux athlètes et également aux personnes qui viennent à mon programme, au séminaire en mentorship. Quand on fait un match, que ce soit NBA, foot, etc., au final, sur ce spectre d'intensité, on ne se retrouve pas sur les intensités les plus élevées. On se retrouve plutôt au milieu. Alors, un peu plus d'un côté que de l'autre, en fonction de notre poste, en fonction de plein de paramètres, mais on se retrouve au milieu. Parce que pour travailler avec des intensités les plus élevées, on doit être le plus frais possible. Et quand vous jouez déjà pendant 40 minutes, 50 minutes, 60, 1h15, etc., 1h30, vous ne pouvez pas produire les intensités les plus élevées. Malgré le fait que ça demande des efforts intenses, il y a une différence à faire entre les efforts et les intensités. Deux termes qui sont différents, j'ai déjà abordé ça plusieurs fois, ok ? Donc,
je reviens à ce que je disais. On va utiliser des intensités élevées en salle de musculation pour les bienfaits au niveau de la régénération de nos tissus conjonctifs, entre autres, pour stimuler nos muscles, bien entendu, et stimuler nos systèmes nerveux pour garder quand même ces capacités athlétiques. C'est très important de maintenir le tout. Et on fait le tout le même jour du match parce que eh bien, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des vrais jours de repos. Donc, Nouri, j'appliquerai exactement la même configuration. Les jours où tu vas faire la lutte, eh bien, c'est les jours où tu vas aller à la salle de musculation et chercher à travailler avec des intensités élevées. Je pense que c'est la meilleure organisation. Et certains vont dire, oui, mais si tu fais ça, eh bien, tu vas perdre un peu de performance en salle de musculation. Comme Nouri l'a très bien compris, si vous faites un sport sur le côté, la salle de musculation n'est pas la priorité. Alors oui, vous allez devoir compromettre un peu vos gains hypothétiques en salle de musculation, mais vous allez quand même faire des gains, ou comme on le dit ici, des gains, mais avec des intensités peut-être un peu moins basses parce que vous n'êtes pas à votre 100%, vous serez à votre 90, à votre 90%, mais ça reste des intensités qui sont quand même élevées pour avoir des adaptations neurologiques et des adaptations structurelles également. Donc c'est tout ce que vous voulez garder en tête, appliquer cette méthode du high-low, je trouve que c'est super intéressant. Extrapoler le tout dans votre programmation, ça peut grandement vous aider. Et pour vous donner un exemple, moi c'est ce que j'utilise également. Alors en termes d'intensité, si je vais m'entraîner 4 fois dans la semaine, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire un high, par exemple le lundi, où je vais avoir mon bas du corps, axé sur le bas du corps, donc intensité très élevée. Le lendemain, je vais m'attarder sur le haut du corps, mais avec des intensités qui sont basses à modérées. Donc vraiment là, je vais m'attarder plus style bodybuilding, pump, etc. avec des répétitions plus élevées. Le lendemain, le mercredi, normalement, c'est là où je vais essayer de faire mon travail d'endurance, de la course, etc. Et ensuite, rebelote, je peux recommencer avec intensité élevée, intensité moins élevée, etc. Donc vous l'aurez compris, c'est comme ça que vous pouvez cycler le tout. Peu importe le split d'entraînement que vous avez en tête, c'est ce qui permet toujours de garder votre système nerveux frais pour qu'il puisse produire les intensités les plus élevées et ensuite récupérer de la meilleure des façons. Parce que, rappelez-vous, l'entraînement, c'est juste le signal que vous envoyez, c'est la stimulation que vous envoyez. Après, la vraie adaptation a lieu quand vous donnez à votre corps le temps de récupérer. Prochaine question ici qui a été posée par Michael, on va parler nutrition ici maintenant. Hello Kevin, comptes-tu tes calories? Si oui, combien de calories consommes-tu par jour? Et pour toi, combien de calories devrait-on consommer par jour pour construire du muscle et avoir un taux de masse grasse qui permet d'avoir les six-packs bien visibles? Pas de prise de masse, pas de sèche, juste un chiffre à maintenir pour être bien physiquement toute l'année. Merci d'avance pour ta réponse, Mick. Alors, Michael, ici, c'est une question qui est très intéressante que j'ai déjà abordée maintes et maintes fois. Je vous inviterai déjà à checker mon programme Hybride Transform si vous voulez créer une transformation physique plutôt axée sur la perte de gras, mais vous aurez tous les outils pour continuer à prendre du muscle. Je vous donne tout ce qu'il faut garder en tête pour la suite, comment organiser le tout. Rappelez-vous, dans tous mes programmes, que ce soit la série Bulletproof, que ce soit la série Hybride, je vous donne vraiment à chaque fois la théorie, regardez les théories, regardez toutes les vidéos parce que c'est là vraiment que vous allez apprendre un maximum de trucs et c'est ce qui m'a permis à moi de garder mon côté professionnel contrairement à d'autres programmes que vous allez retrouver, d'autres professionnels ou influenceurs où ils vous disent simplement quoi faire. Non, moi je vous dis quoi faire, mais je vous dis les gars, vous pouvez individualiser le tout si vous comprenez le tout. Moi malheureusement, je ne suis pas avec vous pour individualiser le programme et le créer que pour vous, mais je vous donne tous les outils pour le faire. Quoi qu'il en soit, est-ce que j'ai déjà calculé mes calories pour répondre question par question? Et la réponse est oui, bien entendu. Je vous invite à traquer vos calories une fois dans votre vie pendant un certain temps. Quand j'ai voulu en apprendre plus sur comment ça fonctionnait, me débarrasser de tous les mythes, tous les on-dit que j'ai pu débunker, entre guillemets, encore une fois, sur le podcast Le Kessu Show et sur mes vidéos YouTube, eh bien, j'ai dû pratiquer, parce que moi je suis pas le gars qui lit simplement et qui va répéter. J'ai pratiqué, j'ai essayé pendant des mois, j'ai vu des résultats, ok, je teste, je fais ça, j'ajuste, je me débarrasse de ce qui ne fonctionne pas, je garde ce qui fonctionne. Donc oui, j'ai traqué plusieurs fois mes calories, et ce qui est intéressant quand vous traquez, et voilà pourquoi je vous recommande de le faire si vous cherchez à être sérieux là-dedans, c'est que vous allez de 1, déterminer ce qu'on appelle votre base de maintenance ou base de référence, c'est-à-dire la quantité calorique qui vous permet de ne pas prendre de gras et de ne pas perdre de gras. En gros, tu consommes ça au quotidien, ton corps fonctionne bien et tu restes là où tu es. Okay, et ça, c'est très important de le déterminer parce que c'est à partir de cette base-là que vous allez pouvoir soustraire des calories, donc réduire votre apport calorique pour perdre du gras ou alors en rajouter éventuellement en fonction de ce que vous décidez de faire si vous voulez prendre de la masse. Maintenant, avant que je parle de cette prise de masse, parce que je dois quand même faire cette parenthèse, la valeur dans ça, au-delà de trouver sa maintenance calorique, eh bien, c'est de savoir à représenter visuellement
ce à quoi ressemble ce que vous devriez consommer pour être dans cette base de référence, cette base de maintenance. À force de compter combien de calories, de grammes de riz vous devez consommer pour tomber dans vos repas, eh bien, visuellement, après, vous allez avoir une idée. À force de compter combien de grammes de pâtes, de pommes de terre, de manioc, de viande, de poulet, etc., vous allez savoir. Vous allez dire, moi, normalement, à midi, ben, hey, ces 2 tranches de poulet, ça représente X quantité en termes de calories. Ça représente X quantité de protéines. Je sais que c'est ce dont j'ai besoin. Donc, avec le temps, ça va vous permettre justement de visualiser le tout et d'avoir cette référence également qui va être intuitive. D'où l'idée de l'alimentation intuitive. C'est un peu devenu à la mode où les gens disent, encore une fois, ce mouvement qui cherche à aller, ce mouvement contrarien, je ne sais pas si ça se dit en français encore une fois, vient d'un anglicisme ici, où on cherche toujours à aller dans le sens opposé de la doctrine qui est connue et qui a été prouvée vraie. On dit, les gars, compter les calories, ça va vous aider à perdre du gras. Et il y en a qui disent, non, il faut une alimentation intuitive. Mais ça ne peut que être intuitif si au préalable, tu as un point de référence, si tu sais de quoi on parle, si tu connais les unités de mesure et si tu sais combien de calories ça représente, combien de grammes ça représente. C'est ça le plus important, encore une fois. Donc, il faut passer par cette phase durant laquelle on traque durant un certain temps. C'est ce qui va nous permettre justement d'avoir ces références. Donc, je vous invite à le faire. Prochaine question qui m'a été demandée, du coup, c'est combien de calories je consomme par jour? Moi, pour maintenir mon physique, je dois être autour des 3500 calories de base, 3600 calories pour être à maintenance. Donc, je sais que je consomme plus ou moins ça au quotidien. Je ne traque plus, bien entendu, depuis bien longtemps. Et même si je voulais perdre du gras aujourd'hui, j'ai plus besoin de traquer. Parce que je sais que je n'ai que à faire quelques petits ajustements pour réduire le tout. Je traque encore une fois le matin. Par exemple, mes flocons d'avoine, je pèse tous les matins mes 100 grammes de flocons d'avoine. C'est tout ce que je fais. Parce que je sais que je peux vite déborder, etc. Et je sais que 100 grammes, c'est où je me sens bien. J'ai pas besoin de manger trop, je suis pas ballonné, j'en ai pas trop mangé. Donc, hey, je pèse ça le matin. Mais sinon, je ne pèse rien d'autre. Je connais un peu ma faim, je connais mon corps. Encore une fois, après être passé par tout ça. Et donc, si je venais à chercher à rajouter un apport calorique, parce que, hey, disons que, je sais pas, je commence à m'entraîner plus et je me dis que c'est le bon moyen de prendre de la masse ou travailler sur ma force, et bien là, éventuellement, je peux traquer pour essayer de ne pas trop déborder. Parce que le problème, quand on rajoute des calories, je reviens à cette idée de prise de masse, c'est que on se dit, je vais prendre de la masse, je vais prendre du muscle. Mais la prise de muscle prend du temps à être créée. Ce n'est pas comme la perte de gras. Et c'est l'erreur qu'on a fait dans le monde du bodybuilding principalement. Et aujourd'hui encore, vous voyez les gars, ils disent, oh, je suis en prise de masse. Et ils vont montrer une photo d'eux où ils sont gros. Et après, ils disent, oh, j'ai séché, oh, t'as pris du muscle. En fait, non, t'as pas pris du muscle. C'est une illusion. C'est juste que t'étais très gros avant, en fait. Et là, t'as perdu tout ce gras et t'as l'air super musclé. Mais en fait, t'aurais pu paraître super musclé tout au long de ce processus parce que tu n'avais pas la nécessité de prendre tout ce gras. T'étais gros, mon gars, tu t'entraînais avec un pull parce que vos influenceurs préférés vous ont fait croire que la prise de masse, c'était un truc à faire. Et je suis content parce que je vois de plus en plus d'influenceurs dans la francophonie même prêcher ce message, alors que votre gars Kev, encore une fois, ça paraît prétentieux quand je parle de moi à la 3e personne ici, mais moi, je parle de ça depuis des années. À l'époque, il dit n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Ah, 2024. Donc, comme quoi, les amis, n'ayez pas peur d'aller à contre-courant parfois. Si vous savez pourquoi vous dites les choses, si vous avez pratiqué, vous avez les preuves scientifiques, empiriques, vous avez les anecdotes, voilà, toutes ces sources d'évidence qui vous permettent d'aller dans la bonne direction. Donc, les amis, la prise de masse, vous pouvez rajouter graduellement un peu d'apport calorique en plus. Je viserai les 10%, 15% en plus. C'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. Si vous laissez 20% et vous voyez que vous ne prenez pas trop de masse grasse, c'est ok, ok? C'est ok. Mais je viserai ici, encore une fois, les 10%, 15%, ça fonctionne très bien. Si vous consommez 3000 calories, rajoutez 300 calories en plus, déjà c'est bien. D'accord? Si vous rajoutez 450 calories, on est pas mal. 15%, ça semble être le sweet spot. 20%, vous pouvez tester au-delà de 20%. Les gars qui rajoutent 1000, 1200, 1500 calories en plus, vous allez être gros, vous allez vous entraîner en pull et vous allez dire non, mais non, frère, là, je suis en prise de masse. C'est pour ça, je suis en prise de masse. Ah, je rigole, les amis, vous connaissez, je suis moqueur. Mais ça me fait rire que ça perdure encore ces idées-là de prise de masse. Ce n'est pas nécessaire. Encore une fois, aujourd'hui, moi, je ne calcule plus, mais chaque année, je prends un peu de muscle. Et je fais beaucoup de va-et-vient parce que j'ai une vie tourmentée, j'ai 2 enfants, j'ai un business, je suis très stressé, je travaille 13 heures par jour. Mais
Je sais que c'est un jeu sur le long terme. Je sais que la prise de muscle, c'est long, ça prend du temps. Si je prends 1-2 kilos de muscle par année, je suis très content à mon stade là parce que ça fait plusieurs années que je m'entraîne. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc si j'arrive à 98 kilos où j'ai pris un peu plus de muscle, l'année prochaine à 100 kilos avec le même taux de masse grasse, toute l'année, je le dis, toute l'année, on a les abdos. Et j'ai pas les abdos parce que je suis maigre, d'accord? J'ai les abdos parce que on a une quantité de muscle qui est prononcée et voilà, on a un taux de masse grasse qui est bas. Et ça, toute l'année, tout en restant athlétique, tout en courant vite, tout en restant mobile, etc. C'est possible, les amis. J'essaie de prêcher ce message depuis des années, donc j'espère que vous allez pouvoir l'intégrer ici. C'est pas une question de génétique seulement. C'est principalement une question de choix, de compréhension. Si vous ajustez le tout, croyez-moi, vous allez faire énormément de gains. Vous n'avez pas besoin de faire de prise de masse extrême pour prendre du muscle et vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'extrême non plus pour sécher. Une fois que vous ajustez le tout, pour la sèche, peut-être c'est important de rajouter cette parenthèse-là. Si vous commencez avec un taux de masse grasse qui est déjà élevé ou qui ne vous correspond pas, vous voulez être plus sec, ok? Vous devez trouver quelque chose qui vous correspond. Vous allez devoir créer de nouvelles habitudes. Avec vos entraînements, bien entendu, il va falloir manier votre alimentation, traquer le tout. Parce que si vous changez vos entraînements, vous rajoutez plus d'entraînements, vous descendez de manière drastique votre alimentation, traquez le tout, sachez de combien vous avez descendu le tout. Parce que éventuellement, certes, vous allez perdre du gras, mais vous n'allez pas vous sentir bien ou vous n'allez pas performer de la manière optimale parce que vous avez trop augmenté d'un côté, augmenté votre dépense et vous avez trop réduit votre apport. Donc il va falloir trouver le sweet spot, le juste milieu où vous dites, hey, tu sais quoi, en fait, je vais augmenter un peu plus mon apport calorique. Alors je vais sécher peut-être un peu moins rapidement, mais c'est ce qui va me permettre de performer et c'est ce qui va vous permettre de trouver votre nouvelle maintenance avec un taux de masse grasse qui est plus bas. Et c'est comme ça que vous devez procéder étape par étape. Et ensuite, vous allez arriver à ce niveau où, hey, vous avez perdu votre masse grasse, vous allez réadapter votre alimentation de façon à ce que votre vous là, à condition que vous n'êtes pas allé dans l'extrême à avoir 6% de masse grasse, eh bien, ça va être votre nouveau vous, votre nouvelle base de référence liée à vos habitudes, c'est-à-dire vos entraînements, le nombre d'activités que vous faites au quotidien, etc. Et là, bam, vous allez être sec toute l'année. Vous allez être athlétique toute l'année, vous allez performer toute l'année. Donc les amis, j'espère que c'est clair pour vous ici. Dernier sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, parce que j'ai reçu quelques questions là-dessus, les gens qui me disent, est-ce que tu vas voir un rebouteux parfois, un chiro, quand est-ce que la dernière fois que tu as eu une blessure, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme astuce pour les blessures? Je vais vous donner vraiment ici le blueprint, le plan d'action lorsque vous avez une blessure pour ne plus jamais la craindre. À l'époque, j'avais vraiment peur des blessures. Je me disais, putain, si je me blesse, je dois aller à l'hôpital, je dois faire un IRM. Carrément, je me rappelle, je me jurais qu'à l'époque, je disais, maintenant si j'ai un truc, je vais directement faire un IRM. Parce que par le passé, pour ceux qui connaissent mon historique de blessure d'épaule, eh bien, on m'a fait traîner avec des infiltrations, radio, échographie, on trouvait rien. Ensuite, on a fait un IRM, on m'a dit, ah oui, effectivement, en fait, vous avez ça. Mais pourquoi tu m'as pas fait l'IRM tout de suite? Ça fait 5 mois que je fais des traitements qui servent à rien. Ok? Donc, c'est un peu comme ça dans le monde médical conventionnel. Et je me disais, ouais, IRM direct, parce que l'IRM, ça donne tout, etc. Et vous connaissez mes discours sur les IRM. Les gars, quand vous avez une blessure, peu importe ce que c'est, je m'en fiche que ce soit ligamentaire, que ce soit tendineux, que ce soit musculaire. Bien entendu, travailler avec un professionnel compétent qui va vous permettre d'individualiser le tout. Mais de manière générale, il ne faut pas flipper. Okay? Surtout si on parle de blessures qui ne demandent pas de procédure chirurgicale directement. Si ça demande une procédure chirurgicale, allez chez le médecin directement, allez à l'hôpital. S'il y a chirurgie, eh bien opération, il y aura. Et ensuite, les mêmes principes que je vais appliquer maintenant, ou partager avec vous maintenant, vont s'appliquer. Aussi simple que ça. Vous avez une blessure. Vous êtes blessé dans une position bien précise, en faisant un mouvement bien précis, où c'est venu à l'usure. Ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est simple. C'est continuer à bouger tout ce qui peut être bougé au sein de cette articulation qui est problématique. Et ça, j'insiste là-dessus. Continuez à bouger tout ce que vous pouvez bouger. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous bougez uniquement dans ce qui ne va pas créer plus de douleur. Vous exprimez tout ce qui peut être stimulé en évitant les zones qui sont douloureuses. Et vous allez voir que, certes, vous avez mal à l'épaule, mais l'épaule, vous n'avez pas mal à toute l'épaule éventuellement. Il y a toujours un truc que vous pouvez bouger. Donc imaginons que mon épaule, elle fait tout ça. Pour ceux qui vont voir visuellement ici à la caméra, mon épaule, elle fait tout ça. Vous blessez à l'épaule et vous allez voir qu'en fait là, hey, j'ai mal dans un angle bien précis. Vous sortez un peu de cet angle, et vous pouvez continuer à bouger. Ah, mais c'est toujours une épaule, ok? Parce qu'on va voir, souvent, on va se baisser dans des tissus, des lignes de tissu bien précises. Donc nous, ce qu'on aimerait faire, c'est continuer à stimuler toutes les autres lignes de tissu. Et plus on va rajouter du mouvement, plus ça va aider également à la cicatrisation. Il y a d'autres phénomènes qui vont avoir lieu également en fonction des tissus. On va permettre de sécréter
du liquide synovial au niveau de l'articulation, qui vient favoriser la régénération de certains tissus profonds, etc., etc. Mais bref, tout ça pour vous dire, continuez à bouger tout ce que vous pouvez bouger. Ce qui s'oppose à la doctrine classique qui dit qu'il faut immobiliser, mettre de la glace. Continuez à bouger. Je m'en fiche si c'est un petit cercle. Le problème, c'est que le mouvement, on vous dit oui, il faut continuer à bouger, mais c'est mal organisé. Non. Déterminez les zones qui sont douloureuses. Évitez simplement ces zones-là. Pensez à faire un cercle. Vous évitez à l'aide d'un cercle, ça va être un cercle, mais où il y a un petit détour, que voilà, vous allez faire quelques petits détours sur ce cercle. Mais vous continuez à chercher à aller sur les rebords de ce cercle. Peu importe si le cercle est petit au début. Il va être petit au début, mais après il va s'agrandir. Okay, donc règle numéro 1. Ensuite, la règle numéro 2, arrêtez de faire tous les exercices qui peuvent répliquer des douleurs en salle de musculation dans votre activité. Ce qui implique le fait que vous pouvez continuer à faire certains exercices à condition que, encore une fois, ces derniers ne créent pas de douleur. Donc, il ne faut pas vous arrêter complètement. D'où la fameuse métaphore de mon gars Abdul. Shout out à Abdul, je lui fais la dédicace ici. Votre corps, c'est comme une entreprise. C'est pas parce que un employé ne vient pas au travail que l'entreprise s'arrête de tourner. Les employés sont l'équivalence ici de nos articulations. C'est pas parce qu'une articulation ne fonctionne plus que le corps s'arrête de s'entraîner. C'est exactement la même chose ici. Et je dirais même que même l'articulation qui est blessée, eh bien, il y a certains trucs que vous pouvez éventuellement utiliser. Ça va dépendre encore une fois du contexte. Pour certains, c'est trop grave et on arrive à peine à bouger, donc on bouge le peu qu'on peut bouger et on ne peut pas faire d'exercices conventionnels. Mais pour d'autres, eh bien, il y a quand même des exercices conventionnels que l'on peut faire. Okay. Ensuite, la troisième chose à faire, c'est que le seul moyen de créer du tissu de meilleure qualité, j'insiste, le seul moyen et de meilleure qualité, de mieux organisé, c'est d'envoyer un signal de force. Vous envoyez de la force, votre corps reçoit ce signal, il se dit « Ah ok, j'ai reçu ce signal, je dois adapter mon corps, je dois créer du nouveau truc. Je vais créer du nouveau muscle, du nouveau ligament, du nouveau tendon. » Peu importe ce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le seul outil que vous avez à disposition. C'est pourquoi, quand vous allez voir votre médecin, vous dites allez faire de la physio, allez voir votre kiné. Parce qu'on passe par le mouvement. Et le mouvement, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend signal de force. On envoie un signal de force. Et votre corps reçoit ce signal, l'interprète et crée du nouveau truc. Donc, ce que vous devez faire, c'est identifier la zone qui est douloureuse, l'angle qui est douloureux, sortir légèrement de l'angle qui est douloureux et commencer à graduellement produire de la force dans ces angulations-là. Et j'insiste sur le graduellement. Après une blessure, votre capacité à encaisser de la charge, à encaisser de la force, va diminuer de manière drastique. Donc ce que vous devez faire, c'est trouver le point d'entrée. D'accord? Vous trouvez le point d'entrée. Avant, vous pouviez exposer votre épaule sur une direction bien précise à, je dis n'importe quoi, 100 kg. Vous blessez à l'épaule. Maintenant, ce qui se passe, c'est que votre épaule, elle ne peut plus endurer les 100 kg. Vous le savez de toute façon. Votre épaule ne peut pas endurer peut-être les 50 kg. Mais peut-être que votre épaule, elle peut endurer 5 kg. Et bien les 5 kg, c'est votre point d'entrée. D'accord? Alors, il y a des différentes méthodologies pour approcher le tout. Souvent, on va aimer commencer avec de l'isométrie. Si vous prenez mes programmes Bulletproof, épaules, hanches, ce qui va sortir dans quelques jours, le programme pied, cheville, Bulletproof. Tout ça, je vous explique le tout à chaque fois. Il y a une partie théorique axée sur ça, sur comment approcher cette régénération de nos tissus. On doit simplement trouver le point d'entrée. Et quand on trouve le point d'entrée, on applique de la force avec cette quantité de force qui est adéquate et graduellement, on va augmenter cette quantité de force jusqu'à revenir à notre base de référence. Et une fois qu'on arrive à notre base de référence, on va pouvoir augmenter le tout. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, je n'ai jamais créé de différence entre les préparateurs physiques, les kinés, tous les autres corps de métier. Parce que fondamentalement, on fait le même métier. N'importe quel coach sait qu'il doit trouver le bon point d'entrée lorsque le client va faire un exercice. Okay, il se dit, je vais faire mon squat. Bah attends, il ne dit pas, ah, 100 c'est le poids qu'il faut utiliser. Okay, non, il se dit, on va trouver quel est ton point d'entrée. On teste, poids du corps, ok, on utilise une haltère, on kettlebell, en position gobelet, ok, on essaie avec la barre. Ah, la barre à vide, non, c'est trop facile, ok, 5-5. Ah ouais, oh, 5 c'est dur, ouais, 5-5. Ok, 30 kilos avec la barre à vide, donc 5-5 de chaque côté, c'est le bon poids. Bah c'est pareil. Un bon kiné, normalement, il va faire la même chose, mais sans se baser sur des exercices uniquement, il va dire, hey, on va appliquer cette quantité de force-là. Et cette quantité de force, c'est celle qui est appropriée. Ça vous correspond? Ça fait mal? Ah, ça fait mal? Ok, on réduit. Bam! Et graduellement, on rajoute, on rajoute. On fait fondamentalement le même métier. C'est juste que on nous a catégorisé en disant qu'il fallait
avoir un point d'entrée bien précis associé avec des protocoles bien précis pour les kinés et pour les préparateurs physiques. Alors que pour vous, mesdames et messieurs, sportifs du dimanche, semi-amateurs, professionnels, semi-professionnels, c'est la même chose. Trouvez la quantité de force que vous pouvez absorber. Je favoriserai l'isométrie pour commencer. Et à partir de là, graduellement, dans l'angle dans lequel vous vous êtes blessé, dans l'angle où ces tissus font mal, vous voulez envoyer un signal de force dans ces tissus qui sont blessés. C'est ça la règle d'or. Si vous retenez ça, ça va grandement vous aider. Vous envoyez un signal de force dans ces tissus qui sont blessés et vous trouvez le bon signal de force, c'est-à-dire la bonne quantité de force. Si vous voulez en apprendre plus, les amis, bien entendu, tous les professionnels, faites mon programme Mentorship, ça va être un game changer. Sinon, mes programmes Bulletproof, pour des articulations bien précises, ça va grandement vous aider également. Donc voilà les amis pour l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, restez à l'affût pour toutes les sorties de programmes, pour toutes les news, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous regardez ça sur YouTube, et même si vous ne regardez pas ça sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a plein de contenus vidéo, allez sur Spotify, Apple Podcast, lâchez un 5 étoiles en commentaire. Nous on se voit, ça je parle très bientôt. Peace.